Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. Donc, on va parler, ça ne va pas vous surprendre, on va parler évidemment d'éducation aux images. Et nous, à 36912, on envisage les choses un peu plus largement et on parle plutôt d'éducation aux écrans, puisque les images aujourd'hui, ce sont de multiples supports d'écran et en fonction de ces supports d'écran, de multiples pratiques, de multiples usages, avec pour chacune de ces pratiques, pour chacun de ces usages, des risques, mais aussi des éléments positifs. Ça dépend de l'âge de l'enfant. On va essayer aujourd'hui de vous donner des pistes pour essayer de comprendre quel type d'écran adapté à quel âge et pourquoi, quel type d'écran ne serait pas adapté à quel âge et pourquoi. Le pourquoi, il est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discours militants autour des écrans, plus exactement anti-écran, qui sont des discours très idéologiques. Et on essaye à 36912 de se fonder vraiment sur la lecture des études scientifiques pour comprendre les effets des écrans sur les enfants. On va venir à cette question des études scientifiques au fil de la présentation. Vous verrez qu'on peut en tirer certains éléments, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de choses que les études scientifiques ne nous disent pas, ne peuvent pas nous dire à l'heure actuelle, et que pourtant on nous présente comme des résultats avérés, notamment dans les médias, etc. Donc on va essayer de trier un petit peu les choses pour que vous partiez avec des idées un peu claires à cet égard. Juste pour que j'organise bien mon temps, je ne sais pas où est Aurélie. On dispose, elle est sortie, d'accord. Je voulais savoir à quelle heure on s'arrêtait, mais bon, on verra ça plus tard. Alors, 3 questions sur cette question de la relation des enfants aux écrans. Premièrement, les effets des écrans sur les enfants. Deuxièmement, les besoins des enfants face aux écrans. Et troisièmement, de ces deux éléments de diagnostic, entre guillemets, vont découler les mesures d'accompagnement qui sont mises en œuvre, vous le savez tous, à la fois dans le cadre familial, mais aussi à l'école, aussi au niveau des pouvoirs publics, au niveau du milieu associatif, etc. etc. Alors, les effets des écrans sur les enfants, c'est une question qui agite beaucoup. Il y a 3 points, j'ai envie de dire, la question est à comprendre entre 3 pôles, c'est le cas de le dire. Premièrement, les recherches, ce qu'elles nous disent et ce qu'elles ne nous disent pas. La manière dont elles sont interprétées et la manière dont elles sont véhiculées dans les médias, qui ne correspond pas toujours à ce qu'elles disent réellement. Et de cette manière dont elles sont véhiculées dans les médias peuvent naître un certain nombre de rumeurs, voire un certain nombre de fake news sur les effets des écrans sur les enfants. Il y a des polémiques sur cette question, j'en cite 2. Dont vous avez tous, bien sûr, entendu parler. La question de l'autisme virtuel, qui a fait son apparition à peu près en 2018, notamment suite à une émission à un horaire de grande écoute. Je crois que c'était l'émission d'Élise Lucet, où a été diffusé un reportage qui visait à accréditer le fait que la surconsommation d'écran chez les très jeunes enfants pouvait engendrer des troubles du spectre de l'autisme. On appelle les troubles autistiques, on appelle ça aujourd'hui les troubles du spectre autistique. Donc ça a été très large. Beaucoup de gens ont regardé cette émission. Il y a eu une espèce de vent de panique chez les parents, beaucoup de consultations à la suite de ça chez les psychologues pour enfants, les pédopsychiatres, etc. À ce jour, aucune étude scientifique ne permet de dire qu'il y a un lien quelconque entre la consommation d'écran et les troubles autistiques. Donc ça, c'est vraiment un élément important à retenir. La Haute Autorité de Santé, en 2018, a revu ses recommandations sur le diagnostic de l'autisme. Et alors que la question avait été clairement posée du lien écran-autisme, elle n'a pas retenu ce lien parce qu'aucune publication internationale ne permet d'accréditer ce lien à ce jour.
Le déterminisme de l'autisme est une chose bien plus compliquée et multifactorielle. Et les écrans ne sont pas considérés comme responsables de troubles du spectre de l'autisme. Une deuxième polémique, une deuxième rumeur autour des effets des écrans, c'est la question de l'addiction aux écrans. Alors, addiction, c'est un mot qu'on utilise tous, qui est vraiment passé dans le langage courant. On dit tous volontiers, tiens, il est addict aux jeux vidéo, il est addict aux réseaux sociaux, je suis addict aux séries. Voilà, donc c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Et c'est un petit peu comme la question de l'autisme, c'est-à-dire que c'est un peu comme des épouvantails qu'on agite comme ça. L'autisme, évidemment, ça fait très peur. L'addiction, ça fait peur aussi. Il y a des problèmes d'usage excessif des écrans qui ne relèvent pas pour autant d'un phénomène addictif stricto sensu. Il y a un chercheur français qui s'appelle Jean-Paul Tassin qui travaille à l'INSERM sur les mécanismes neurobiologiques de l'addiction et qui dit très clairement que ces mécanismes neurobiologiques des addictions ne sont pas retrouvés chez les joueurs excessifs de jeux vidéo, par exemple. Donc c'est d'un autre phénomène dont il s'agit. Il s'agit de jeux excessifs, il peut s'agir de jeux pathologiques, mais ce n'est pas un phénomène addictif stricto sensu. Pourtant, c'est un mot qu'on utilise extrêmement largement. Et ces deux mots, par exemple, autisme et addiction, c'est un peu comme des épouvantails qu'on agite et c'est un peu sidérant. Et derrière, on ne peut plus penser. Une fois qu'on a dit que les écrans, trop de consommation d'écran chez les enfants, ça pouvait donner de l'autisme, évidemment, on n'a plus qu'à avoir peur. Et donc, ça empêche de penser la question de l'éducation, de l'accompagnement, etc. Voilà, attention à ces espèces de rumeurs qui sont agitées comme ça. Sur la question des études, il y a un petit livre formidable qui est paru en 2020, que je vous conseille fortement, un livre de Nicolas Poirel, qui est chercheur en psychologie du développement à l'université Paris-Descartes. Ce livre s'appelle « Votre enfant devant les écrans, ne paniquez pas, ce que nous disent vraiment les neurosciences ». Et ce livre est très intéressant parce qu'il nous apprend vraiment à lire les études scientifiques. Il nous apprend notamment à faire attention à ce qu'on appelle les biais de raisonnement cognitif. Qu'est-ce que c'est qu'un biais de raisonnement cognitif ? Si, par exemple, je dis tous les avions font du bruit, est-ce que ça m'autorise à dire que tout ce qui fait du bruit est un avion ? Non ? Vous êtes d'accord, hein ? Bon, d'accord. Bon, si maintenant, je suis dans mon cabinet de pédopsychiatre et que je reçois des enfants et que je dis, je constate que dans mon cabinet de pédopsychiatre, tous les enfants qui ont des comportements violents jouent aux jeux vidéo de guerre. La tentation est très forte de dire les jeux vidéo de guerre rendent les enfants violents. Pourtant, ce n'est pas plus vrai que de dire que tout ce qui fait du bruit est un avion. C'est le même biais de raisonnement. Et la seule chose qui peut nous permettre de trancher cette question, à savoir par exemple, est-ce que les jeux vidéo de guerre rendent les enfants violents ? La seule chose qui nous permettrait de le trancher, ça serait une étude scientifique qu'on ferait de la manière suivante. On prendrait un groupe d'enfants homogènes, en âge, en termes d'environnement, etc. On tirerait au sort, à l'intérieur de ce groupe d'enfants, deux sous-groupes, un sous-groupe A, un sous-groupe B. Le sous-groupe A, on le ferait jouer intensément aux jeux vidéo violents. Et le sous-groupe B, on le préserverait des jeux vidéo violents. Et on regarderait comment ces deux sous-groupes évoluent. Une étude comme celle-ci, elle n'est pas possible. Parce qu'aucun comité d'éthique, on peut le comprendre, n'accepterait un protocole comme celui-là. Et pourtant, c'est le seul protocole qui nous permettrait vraiment de trancher si les jeux vidéo de guerre, par exemple, rendent véritablement les enfants violents. Alors, puisqu'on ne peut pas faire ça, comment on fait ? Eh bien, on prend une population d'enfants, on repère ceux qui jouent déjà aux jeux vidéo de guerre et ceux qui n'y jouent pas. Et on fait deux groupes à partir de là, un groupe jeux vidéo de guerre et un groupe je n'y joue pas. Et on regarde les comportements de ces enfants. Donc peut-être qu'on va constater qu'effectivement, j'en sais rien, mais peut-être, on va constater qu'effectivement, dans le groupe jeux vidéo de guerre, il y a plus d'enfants qui ont des comportements violents. Mais on ne sait pas comment ils étaient avant de jouer aux jeux vidéo de guerre.
peut-être que c'était des enfants, hypothèse, qui avaient déjà des comportements violents et qui sont venus chercher dans les jeux vidéo de guerre des représentations à leur violence interne. C'est une hypothèse voilà, pas du tout improbable d'ailleurs. Voilà, on ne sait pas comment étaient les enfants avant, donc on ne peut pas tirer des conclusions sur l'influence réelle du jeu vidéo de guerre sur le comportement des enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, ça, c'est une question qui ne peut pas être tranchée. Donc quand on nous dit, parce que ça, on l'entend aussi beaucoup, hein, les jeux vidéo de guerre rendent les enfants violents ou les jeux vidéo violents rendent les enfants violents, en réalité, c'est vraiment un biais de raisonnement. Hein, c'est-à-dire que c'est une question qui ne peut pas être tranchée en l'état actuel des connaissances. Ce que nous apprend aussi Nicolas Poirel dans ce livre, c'est à prendre en compte l'ensemble des résultats d'une étude, et pas seulement une toute petite partie. Par exemple, vous verrez, je vous parlerai tout à l'heure d'une grande étude longitudinale qui a été menée aux États-Unis, l'étude de Linda Pagani, qui montre une corrélation statistique entre des enfants qui ont regardé beaucoup la télévision quand ils étaient petits et le fait qu'il y a un retard de développement du langage à l'âge de 4 ans. Corrélation statistique, hein. On va revenir sur ces deux termes, sur ce terme. Si on donne ce résultat comme ça, on va conclure la surconsommation d'écran chez les petits-enfants entraîne un retard de langage. Sauf que Linda Pagani, quand elle a regardé sa cohorte d'enfants qu'elle a continué à suivre, elle a constaté qu'à l'âge de 8 ans, en réalité, le retard de langage avait été complètement comblé. Donc c'est intéressant aussi d'avoir l'ensemble des résultats et pas seulement une partie, hein, parce que sinon, ce qui est souvent présenté dans les médias, c'est la petite partie la plus propre à faire du buzz, donc voilà, à paniquer un petit peu les gens autour de ces questions-là. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit livre qui est extrêmement précieux, que je vous conseille très fortement. Et il y a une question qui est aussi très très importante, c'est la question entre études de corrélation et études de causalité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'exemple que j'ai pris à propos des jeux vidéo de guerre, la seule chose qu'on va pouvoir conclure de l'étude qu'on va mener, c'est qu'il y a une corrélation statistique. Peut-être, hein, il y a une corrélation statistique entre le fait que, par exemple, certains enfants jouent beaucoup aux jeux vidéo de guerre et que dans ce groupe-là, on retrouve plus d'enfants qui ont des comportements violents. C'est une corrélation statistique, ce n'est pas une causalité. Ça ne veut pas dire que les jeux vidéo de guerre sont la cause de leur comportement violent. Le comportement violent, il peut venir de multiples autres facteurs qui sont des difficultés dans le milieu familial, des difficultés environnementales, quelles qu'elles soient, des difficultés en milieu scolaire. Enfin voilà, il y a plein de facteurs différents qui peuvent tout ensemble déterminer des comportements violents chez un enfant. Voilà, donc cette question cette différence entre corrélation statistique et causalité, elle est vraiment très très importante à avoir en tête, parce que ce qu'on nous présente en général, c'est des corrélations statistiques, parce que c'est la seule chose que les études scientifiques à peu près peuvent nous dire aujourd'hui, et on nous les présente toujours comme des causalités, alors que ça, c'est pas quelque chose qui peut être tranché, pour l'instant en tout cas, par les études telles qu'elles sont faites. Alors, ne regardez pas tout ça, il y a beaucoup trop de textes, mais c'est pour vous montrer l'exemple d'une des grandes études dont on dispose sur les effets de la télévision, donc écran non interactif, la télévision chez les tout petits. C'est une étude qui a été conduite aux États-Unis par Linda Pagani, qui est professeure à l'école de psychoéducation à l'Université de Montréal, et elle a montré donc des corrélations statistiques, c'est-à-dire elle a suivi une population de 2000 enfants et elle les a regardés grandir et elle a mis en lien leur développement avec le temps de consommation d'écran de ces enfants. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait une corrélation statistique chez les enfants qui regardaient le plus la télévision quand ils étaient petits. Il y avait un retard de développement du langage, comme je vous l'ai dit, dans la petite enfance. Il y avait une corrélation statistique avec du surpoids à l'adolescence, avec une diminution des capacités d'attention et de concentration. Il
un élément important, quand elle a retrouvé sa cohorte d'enfants à l'adolescence, elle a noté aussi une corrélation statistique chez ceux qui avaient le plus regardé la télé quand ils étaient petits, avec une diminution des comportements prosociaux, c'est-à-dire des enfants qui étaient plus facilement victimisés dans les cours de récréation ou au contraire plus facilement en position d'agresseurs dans les cours de récréation vis-à-vis de leurs camarades, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est des études importantes parce qu'elles nous donnent quand même des indications. Mais vous comprenez bien que quand un petit enfant, par exemple de 2 ans, surconsomme de la télévision, c'est-à-dire par exemple se retrouve devant la télévision pendant 4 heures, 5 heures par jour, il y a effectivement les effets de la télévision sur le développement de cet enfant, mais il y a aussi la question pourquoi cet enfant se retrouve 5 heures par jour devant la télévision. Et là se pose effectivement toute la question d'éventuelles carences éducatives ou en tout cas de difficultés que les parents pourraient rencontrer et qui feraient qu'à ce moment du développement de leur enfant, ils ne seraient pas suffisamment présents pour être en interaction avec lui et que l'enfant du coup serait beaucoup laissé devant la télé, etc. Donc il y a toutes ces questions qui entrent en ligne de compte. Et alors pour savoir, dans le retard de développement du langage, qui de la surconsommation télévisuelle ou de la carence éducative est en cause, c'est extrêmement difficile. C'est encore une fois une question qu'on ne peut pas trancher à ce jour. Mais en tout cas, ça nous donne quand même un certain nombre d'indications. Et du coup, c'est vrai que l'Académie américaine de pédiatrie, la première en 1999, et ça a été depuis repris très largement, en tout cas dans tous les pays occidentaux, c'est la recommandation de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans seuls devant la télévision, enfin les écrans non interactifs, donc télévision et DVD, et de veiller bien sûr à limiter le temps télévisuel pour les autres enfants plus grands. Alors, pour vous dire que le paysage est beaucoup plus contrasté que ce qu'on imagine sur les effets des écrans sur les enfants, venons-en maintenant un tout petit peu aux effets des écrans interactifs sur les enfants. Là, on a parlé des écrans non interactifs. Donc les écrans interactifs, tous ceux qui permettent à l'enfant de prendre le contrôle de l'écran, donc tablette numérique, éventuellement smartphone, même si c'est pas l'usage prédominant chez les petits, console, etc. Il y a des études en psychologie du développement qui montrent que ces pratiques d'écran interactifs stimulent beaucoup l'intelligence visuo-spatiale. Vous savez que notre intelligence est composée de diverses formes d'intelligence complémentaires. On n'a pas une seule forme d'intelligence, on a l'intelligence verbale, narrative, celle par laquelle on s'exprime, on raconte. L'intelligence visuo-spatiale, c'est l'intelligence visuelle et qui nous permet de nous repérer dans l'espace. Il y a toutes les intelligences sensorielles, il y a l'intelligence du corps, l'intelligence motrice, ce qui fait que chacun d'entre nous, nous avons une forme d'intelligence composée de toutes ces sous-intelligences, si on peut dire les choses ainsi, et que chaque forme d'intelligence nous est propre. Et donc, toutes les pratiques d'écran interactifs stimulent beaucoup l'intelligence visuo-spatiale. Mais le corollaire de ça, c'est que les journées n'ayant que 24 heures, tout le temps qui est passé sur les écrans est du temps qui n'est pas passé à autre chose. Donc tout le temps qui est par exemple passé sur les écrans pendant lequel les enfants vont stimuler leur intelligence visuo-spatiale, c'est aussi du temps pendant lequel ils vont moins stimuler leur intelligence verbale et narrative. Parce que ce sont des éléments que les pratiques d'écran interactif mettent moins en jeu. Donc, une manière dans l'accompagnement qu'on va proposer aux enfants, une manière de compenser en quelque sorte ça, c'est de pouvoir avoir systématiquement, par exemple à l'intérieur de la famille, mais aussi à l'école ou dans d'autres espaces, d'avoir systématiquement des temps d'échange avec les enfants sur ce qu'ils font et ce qu'ils voient sur les écrans. Ce qui est une manière, après que l'enfant ait passé un temps sur les écrans, de restimuler l'intelligence verbale et l'intelligence narrative de l'enfant. Tiens, tu as regardé un dessin animé tout à l'heure, mais raconte-moi le dessin animé que tu as regardé. Et là, à ce moment-là, ça oblige l'enfant, du coup, à remettre en mouvement son intelligence narrative. Et voilà, du coup, ça fait une forme de compensation, si on veut. Alors, il y a d'ailleurs eu une étude
française, là aussi on nous a simplement donné les résultats les plus spectaculaires, qui a aussi porté sur la question du développement du langage chez les petits-enfants qui étaient plus particulièrement exposés aux écrans, disant qu'il y avait un retard de langage chez les enfants qui étaient exposés aux écrans. Ce que dit aussi cette étude, mais que les médias n'ont pas du tout repris, c'est que dans le groupe de ces enfants, ceux qui bénéficiaient d'échanges familiaux verbaux autour des pratiques d'écran n'accusaient pas le même retard de langage que ceux qui n'en bénéficiaient pas. Donc autrement dit, cette question d'échanger avec les enfants sur leurs pratiques d'écran, elle est vraiment très très importante. Alors, donc on va essayer de voir les choses un petit peu de façon, chronologique en fonction de l'âge de l'enfant. L'enfant en développement va faire différentes acquisitions au fil du temps, et en fonction des acquisitions qu'il va faire, il va pouvoir profiter de certaines pratiques d'écran qui n'étaient pas adaptées, par exemple, quand il était plus petit. Et il y a une progression comme ça à respecter dans l'introduction des différents usages d'écran. Si cette progression n'est pas respectée, c'est un petit peu comme si on plongeait au fond de la grande piscine un petit bonhomme qui ne sait pas nager. Il risque de se noyer. De la même manière, on peut se noyer dans les écrans si on est confronté trop tôt à des pratiques d'écran qui ne sont pas adaptées pour notre âge. Alors, les repères 3, 6, 9, 12, donc on a juste, dans l'introduction, parlé de cette association qu'effectivement Serge Tisseron a fondée. C'était l'idée, en fait, de proposer des repères qui soient facilement identifiables en fonction des grandes étapes du développement de l'enfant. Donc 3 ans, l'entrée à l'école élémentaire, 6 ans, l'entrée à l'école maternelle, 6 ans, l'entrée à l'école élémentaire et le début de l'apprentissage de la lecture, 9 ans, la fin de l'école élémentaire, le début de la préadolescence, 12 ans, le collège, l'adolescence. Ces repères 3, 6, 9, 12, je vais vous les détailler un petit peu, ils ne sont pas gravés dans le marbre, c'est-à-dire que ça dépend, d'abord on les fait évoluer constamment, on a un petit groupe de réflexion dans cette association, on lit beaucoup les publications scientifiques et on fait évoluer les choses aussi en fonction de l'évolution du paysage médiatique, en fonction de l'évolution, qui nous aurait prédit une crise sanitaire dans laquelle les écrans deviendraient notre seule bouée de sauvetage pendant les mois que nous avons connus. Parce qu'on conspue beaucoup les écrans, mais n'empêche que pendant cette période de crise sanitaire, ils nous ont permis de continuer à travailler, ils nous ont permis de continuer à apprendre, ils nous ont permis de continuer à nous divertir, ils nous ont permis de continuer à être en lien avec notre famille, avec nos amis. Les pratiques d'écran ont complètement explosé pendant cette période, bien sûr, mais en même temps, on a vu aussi tout le déplaisir que ça pouvait nous apporter, mais aussi tout l'intérêt que ça pouvait avoir à certains égards. Donc, tout ça pour dire que les repères 3, 6, 9, 12, du coup, on les fait tout le temps évoluer en fonction de l'évolution sociétale et des pratiques d'écran. Alors, une diapo qui me paraît particulièrement importante, c'est, de manière générale, l'éducation ne consiste pas seulement à protéger et à guider un enfant, mais à lui apprendre progressivement à s'auto-protéger, à s'auto-guider dans la vie. Ça dépend bien sûr de l'âge de l'enfant. Plus les enfants sont jeunes, plus il s'agit de les protéger et de les guider. Et plus ils grandissent, plus c'est important qu'ils sachent s'auto-protéger eux-mêmes. Et il en va de l'éducation aux écrans comme de l'éducation en général. C'est-à-dire que ça va être important de donner beaucoup de repères aux enfants quand ils sont petits et que progressivement, ils puissent intérioriser un certain nombre de choses pour apprendre aussi à l'adolescence à s'auto-protéger dans le monde des écrans et dans les mondes numériques, parce qu'on sait bien qu'à l'adolescence, le discours parental est moins bien entendu que quand les enfants sont petits. Donc c'est important de commencer tôt, de façon à ce que l'enfant ait des billes quand il grandit. Alors je vais parler un tout petit peu, je vais parler un peu des bébés, parce que même si ce n'est pas forcément une population avec laquelle vous travaillez les uns et les autres, il y a des choses qui sont importantes de comprendre pour la suite.
Alors, les petits de moins de 3 ans, donc il y a une grande étude longitudinale française qui est conduite par l'INSERM, qui s'appelle la cohorte ELF, qui porte sur 13 500 enfants nés en 2011. Et la cohorte ELF, en fait, décrit les pratiques des enfants dans un certain nombre de domaines. Alors, les écrans notamment, mais pas seulement. Il y a plein de choses sur la nutrition, le sport, les apprentissages. Enfin, voilà, il y a tout un tas de domaines dans lesquels il y a une description des pratiques. Donc, celle qui nous intéresse là, c'est la question des écrans. Et il me paraissait quand même intéressant de vous signaler que les résultats de cette étude montrent que le média le plus présent dans la vie des tout-petits, ça reste ce vieux média qu'est la télévision. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup aujourd'hui les bébés, il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment sur les tablettes numériques, les smartphones en particulier, parce que ce sont des outils nomades, donc des outils qu'on peut emporter partout avec soi. Et donc les smartphones du coup seraient très présents dans la vie des tout petits. C'est pas tout à fait vrai, hein, c'est quand même ce qui reste le plus présent, ça reste encore la télévision, avec des consommations qui sont préoccupantes, simplement pour 8% des enfants de moins de 2 ans. Hein. Pour les autres, ça reste dans des proportions, on va dire, acceptables. Alors, sur la foi des études longitudinales dont on a parlé précédemment, là, notamment l'étude Pagani, vous avez ces recommandations qu'on essaimées un petit peu partout, hein, sur le fait que, comme on avait quand même un certain nombre de warnings, hein, sur la surconsommation de télévision chez les petits, les effets éventuellement délétères que ça pourrait avoir sur le développement, même s'il y a probablement d'autres facteurs que cela, on l'a vu ensemble. Mais en tout cas, il paraît tout à fait important de poser un cadre, effectivement, très tôt, en exposant le moins possible les petits-enfants seuls devant la télévision. Sachant que la prévention des usages excessifs à l'adolescence, elle commence très tôt. Elle commence dès la maternelle et même dès la crèche, avec ces deux éléments fondamentaux que sont la régulation et l'accompagnement. Alors, la régulation, ça peut être inclus dans l'accompagnement. Je l'ai volontairement sorti parce que c'est quand même un élément vraiment très important. Il faut toujours, et ça quel que soit l'âge de l'enfant, associer un écran à une durée. C'est-à-dire, un enfant demande par exemple, est-ce que je peux regarder un dessin animé? Est-ce que je peux regarder la télévision? Est-ce que je peux regarder des vidéos? C'est important de ne pas juste répondre, d'accord. D'accord, on va dire 30 minutes. D'accord, on va dire 45 minutes. Si l'enfant n'est pas en mesure de lire l'heure, on peut mettre un timer, quelque chose qui permet de matérialiser le temps qui passe. Parce que le problème des mondes numériques, c'est que ce sont des mondes où le temps n'existe plus. Et ça, il n'y a pas que les enfants qui en font l'expérience, on en fait l'expérience aussi. Moi, à la fin de la semaine, quand sur mon smartphone s'affiche ma consommation de la semaine, j'ai tendance à dire que ce n'est pas de moi dont il s'agit. C'est-à-dire que je ne me rends pas compte, en réalité, du temps que je passe sur ces outils. J'ai l'impression que j'y passe peu de temps. Et en réalité, c'est beaucoup plus que ce que j'imagine. Et beaucoup d'entre nous sommes dans cette situation parce que, effectivement, dès lors qu'on est dans les mondes numériques, le temps n'existe plus. Donc ça, c'est important pour l'enfant qu'il y ait toujours une matérialisation du temps qui passe quand il est devant un écran, en particulier devant la télévision ou les écrans numériques. Au cinéma, par exemple, le problème se pose beaucoup moins, puisque la séance, par définition, elle a un temps contraint. Hein. Se souvenir aussi que l'exemple vaut mieux que le discours, car l'enfant apprend beaucoup par imitation. Et que plus nous, les adultes, nous avons nos outils numériques entre les mains, plus les enfants nous voient avec nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, etc. Et plus, évidemment, ils sont enclins à faire de même. Et les statistiques montrent que les enfants qui regardent le plus la télévision, par exemple, sont ceux dont les parents regardent le plus la télévision. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet miroir quand même entre les habitudes parentales et les habitudes des enfants. Alors, juste un petit point quand même qui marque un peu l'imagination.
il y a maintenant des recommandations, vous savez, dans le carnet de santé qui ont été inscrites sur voilà, le fait de pas trop exposer, enfin de ne pas exposer les bébés à la télévision, le fait de ne pas utiliser des écrans pour calmer l'enfant, par exemple. On sait aussi qu'il faut éviter de laisser la télévision allumée dans une pièce où un petit enfant est présent, même s'il ne la regarde pas. Et j'ai même envie de dire un petit enfant, mais c'est valable aussi pour un enfant, hein. Vous avez deux petits schémas qui sont assez, je trouve, assez parlants. Ici, sur ce schéma-là, en ordonnée, vous avez le temps passé à jouer, le temps que l'enfant passe à jouer, et en bas, il est donc dans une pièce où la télévision est allumée, le nombre de fois que l'enfant jette un œil à la télévision. Et vous voyez que plus il jette un œil à la télévision, moins il joue. C'est-à-dire que le jeu se réduit au fur et à mesure que l'enfant est attiré par l'image, l'écran qui est allumé dans la même pièce que lui. Sur le schéma là-bas, c'est donc dans le triangle supérieur, la télévision est allumée. Dans le triangle inférieur, la télévision est éteinte. Et les petits points, c'est les échanges verbaux entre les parents et les enfants. Donc beaucoup d'échanges verbaux quand la télévision est éteinte et beaucoup moins, très peu même, quand la télévision est allumée. Donc, on sait combien les enfants ont besoin, pour se développer, des échanges verbaux avec leur entourage. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion sur les tout-petits, c'est que les écrans les éloignent de la seule activité qui soit vraiment utile à leur âge. Et cette activité, c'est d'interagir avec leur environnement à travers leur corps, à travers leurs sens. Et donc, plus ils passent de temps devant les écrans, moins ils se livrent à cette activité absolument fondamentale pour eux. Alors, ce petit schéma je l'aime beaucoup et il est valable à tout âge. C'est-à-dire qu'à tout âge de l'enfant, il est très important de favoriser une alternance des activités. Il faut que dans la journée d'un enfant, il y ait un peu de place pour tout. Alors à cet âge-là, c'est vrai que les écrans ont une place, devraient en tout cas avoir une place absolument minime, mais c'est important, voilà, qu'il y ait du jeu, des histoires, etc. Et quand l'enfant va grandir, la taille des roues, elle va s'en trouver modifiée, forcément. Il y a un moment où le fait de jouer, ça compte moins que le fait d'être sur les écrans ou de regarder des livres ou de lire des livres. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait une alternance des activités. C'est-à-dire que toute activité monomaniaque chez un enfant peut ou doit nous inquiéter, nous questionner. Et moi, j'ai coutume de dire d'ailleurs qu'en tant que pédopsychiatre, je suis tout aussi inquiète par un enfant qui passe tout son temps à lire que par un enfant qui passe tout son temps sur les jeux vidéo. C'est-à-dire que le livre est quand même culturellement beaucoup plus valorisé. Donc c'est très rare finalement qu'on m'amène en consultation un enfant pour cette raison-là. Mais quand je découvre fortuitement, voilà, au hasard de mes échanges avec les enfants en consultation, que certains, ça peut arriver, passent tout leur temps sur les livres au détriment de toute autre forme d'activité, en particulier d'activité de socialisation, eh bien ça m'inquiète tout autant qu'un enfant qui passerait tout son temps sur les jeux vidéo. Alors, à éviter chez les tout-petits, mais là aussi à tout âge, pas d'écran dans la chambre de l'enfant, pas d'écran le soir avant de se coucher, mais ça c'est valable aussi pour nous, vous savez, ça empêche de s'endormir à cause de la lumière bleue notamment, mais aussi à cause du fait qu'il y a beaucoup de stimulation sur un écran. Pas d'écran à table, pas d'écran pour calmer l'enfant, ça c'est maintenant écrit dans les carnets de santé des petits. Et notre smartphone n'est pas son jouet, donc évitons de prêter notre smartphone à notre enfant. Un point sur lequel je voudrais insister aussi, qui apparaît de plus en plus comme quelque chose comme un phénomène important, et donc il y a pas mal d'études du coup qui sont en train d'être conduites là-dessus, c'est le phénomène qu'on appelle de technoférence parentale, c'est-à-dire le fait pour les parents
qu'un outil technologique fasse obstacle à la relation avec l'enfant. C'est-à-dire quand le parent est avec son enfant, par exemple, au jardin, au square ou même à la maison, et s'il est sur son smartphone ou sur un outil technologique quel qu'il soit, eh bien, il est dans ces moments-là indisponible à la relation avec l'enfant. Et donc, il y a des études qui montrent qu'effectivement, c'est moins de regards, moins de communication, et donc un danger potentiel sur les liens d'attachement. Donc c'est vraiment ce phénomène de technoférence parentale, un phénomène sur lequel on s'attarde de plus en plus. Il y a eu cette très bonne campagne en Allemagne il y a quelques années, campagne de prévention, qui disait « Combien de fois avez-vous regardé votre enfant aujourd'hui ?» On s'est inspiré de ça à 36912 pour faire des affiches qui sont disponibles sur le site 36912 et que vous pouvez imprimer, afficher, etc. Elles sont disponibles gratuitement, bien sûr. Alors, si on va chez les enfants un peu plus grands à l'école maternelle, c'est une période une période vraiment magnifique pour le développement de l'enfant. Le langage se développe beaucoup, l'enfant commence à construire ses repères narratifs, il développe beaucoup sa créativité, il trace les frontières entre le réel et l'imaginaire, il commence à jouer à ce qu'on appelle des jeux symboliques, c'est-à-dire les jeux de faire semblant. On dirait que je serais un gendarme et que tu serais le voleur, etc. Il accède entre 4 et 5 ans à ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à commencer à se représenter ce que l'autre pense. Donc c'est vraiment une période extrêmement riche dans le développement de l'enfant. Je voudrais insister sur un point en particulier concernant les écrans. Quand un enfant joue, eh bien, il est invité à une certaine fluidité, c'est-à-dire à s'imaginer successivement dans différents rôles. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, il joue avec des Playmobil et il a dans la main droite le Playmobil gendarme et dans la main gauche le Playmobil voleur. Et de temps en temps, il fait la voix du gendarme qui court après le voleur et de temps en temps, il fait la voix du voleur qui menace le gendarme ou qui court plus vite que le gendarme, etc. Donc, il est successivement invité à changer de rôle. Et puis, quand l'enfant est devant un écran, entre 3 et 6 ans, ces repères narratifs sont encore très, très fragiles. En particulier chez les plus petits, les 3-4 ans, c'est vraiment extrêmement fragile. C'est-à-dire que pour comprendre le fil d'une histoire, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit court. Sinon, l'enfant est très vite perdu. Bon, il ne vous a pas échappé que dans les chaînes notamment, par exemple, de dessins animés en diffusion continue auxquels on peut avoir accès à la télévision, le rythme est extrêmement rapide dans ce type de fiction. Donc les enfants sont très vite largués. En plus, ils ne prennent pas le dessin animé au début, ils arrivent au milieu. Donc ça n'a absolument aucun sens. C'est un défilement d'images. Donc l'enfant qui est mis là devant, il faut se représenter les efforts absolument colossaux que font les jeunes enfants pour pouvoir comprendre le monde autour d'eux. On s'en rend plus compte parce qu'on a les clés, on a les codes, mais quand on est un tout petit, comprendre le monde autour de soi, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et donc quand ils sont devant ce type de fiction, ils vont essayer de s'accrocher à un personnage pour le suivre dans toutes ses actions et essayer d'y comprendre quand même quelque chose. Et du coup, l'enfant a beaucoup moins de fluidité, c'est-à-dire qu'au carrefour de son histoire personnelle, de son histoire familiale, les enfants vont s'identifier toujours au même type de personnages dans les fictions qu'ils regardent, qui sont en général assez stéréotypés. Les dessins animés comme ça sur les chaînes de diffusion continue, c'est un gentil, un méchant, et puis un tiers, un pompier, un justicier, un policier, voilà. En général, c'est des figures assez stéréotypées et souvent, il choisit un type de figure et il s'identifie toujours au même type de personnage. On constate que c'est des enfants qui, après, dans les cours de récréation, ont beaucoup de mal à retomber sur leurs pieds quand il s'agit de jouer avec les camarades et d'accepter de changer de rôle. Ah bah hier c'est toi qui as fait le gendarme, aujourd'hui c'est moi qui fais le gendarme. Ah bah non, je suis pas d'accord, c'est toujours moi qui fais le gendarme. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à avoir cette fluidité. Donc j'en profite, du coup je sais que vous êtes pas mal d'enseignants dans la classe et je vous dis un petit mot du coup sur le jeu des 3 figures. Le jeu des 3 figures qui est, on peut entrer de façon un peu
un peu large dans la catégorie des dispositifs aussi d'éducation aux images. Le jeu des 3 figures, c'est un dispositif qui a été proposé par Serge Tisseron en 2007. Il a été expérimenté en 2007-2008 en région parisienne, dans plusieurs écoles maternelles. Et en fait, c'est un dispositif dans lequel donc ça repose sur le jeu théâtral et on va proposer aux enfants tout d'abord de parler des images qu'ils ont vues sur les écrans. Donc déjà, il y a un temps d'échange verbal sur les images qu'ils ont vues. Et puis on leur demande d'en retenir une scène. Je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi. C'est par exemple, je ne sais pas, ils ont vu les actualités télévisées et puis ils ont vu quelqu'un qui était menotté par la police ou j'en sais rien. Bon, bref. Ils choisissent une image. À partir de là, à partir de cette image, on demande au groupe des enfants de partir de cette base-là pour construire leur propre histoire. C'est-à-dire qu'ils vont imaginer une histoire qui leur est propre, qui n'est pas forcément l'histoire qu'ils ont vue sur les écrans, mais qui est quelque chose qu'ils vont inventer eux-mêmes. Et ensuite, troisième temps dans ce jeu des 3 figures, il va leur être proposé de la jouer. Et personne n'est obligé de jouer, aucun élève n'est obligé de jouer. En revanche, si on accepte de jouer, on accepte de jouer successivement tous les rôles. C'est-à-dire qu'on va jouer la petite scénette autant de fois qu'il y a de rôles, 3 fois, 4 fois par exemple, et à chaque fois les enfants vont changer de rôle. C'est-à-dire c'est l'idée d'accepter de se mettre à la place de l'autre. Hein, parce que tout le problème d'être dans l'incapacité de se mettre à la place de l'autre, c'est que c'est un frein au développement de l'empathie chez l'enfant. Hein, l'empathie, vous savez, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à identifier les émotions de l'autre, à comprendre les émotions de l'autre, sans s'y perdre, tout en restant soi-même. Hein, mais en tout cas, la capacité à pouvoir dire je vois que tu es triste, je comprends que tu sois triste puisqu'il t'est arrivé tel et tel événement, et si j'étais à ta place, je serais triste comme toi. Hein. Et ça, c'est une capacité fondamentale plus tard dans les relations sociales, enfin même dès à présent d'ailleurs, dès l'enfance, mais aussi pour plus tard, pour l'âge adulte, pour avoir des relations sociales et de bonnes relations sociales. C'est une capacité qui est vraiment fondamentale. Et donc, on sait que le trop d'écran dans l'enfance peut nuire au développement de l'empathie. Donc, ce dispositif du jeu des 3 figures, il est vraiment destiné à favoriser, à remettre en jeu, d'abord à prendre de la distance face aux images, et puis à remettre en jeu cette espèce de fluidité identificatoire chez l'enfant qui lui permet de se mettre à la place de l'autre. Alors, un petit résumé sur les recommandations sur cette tranche d'âge, donc à l'école maternelle. Toujours les règles claires sur le temps d'écran, ça c'est vraiment très important, hein, vraiment très très important. Toujours préférer aussi les jeux numériques qui se jouent à plusieurs, c'est-à-dire une console de jeu personnelle chez un enfant de cet âge-là, ça n'a aucun intérêt. Parce que ses capacités narratives étant très fragiles, il ne va pas avoir accès à des jeux intéressants. Et du coup, ça va être des petits jeux flash ou des choses où vraiment il va jouer de façon un peu stéréotypée. Et ça n'est pas très intéressant. En revanche, une console familiale, par exemple, ce qui devient important, c'est pas ce qui se passe sur l'écran, c'est le moment qu'on va passer ensemble, parce qu'on va rire ensemble, parce qu'on va faire une activité commune, etc. Donc ça, c'est voilà, plutôt plus adapté. Et toujours faire parler l'enfant à propos des écrans et encourager toutes les activités de création. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez bien, mais dès la plus petite enfance, dès l'âge de 3 ans, un enfant peut commencer à faire des photos. Faire des photos, c'est la meilleure façon de se familiariser avec la manière dont on fabrique une image. C'est-à-dire que l'idée que toutes les images sont des fabrications, qui est une idée vraiment très importante, voilà, que chacun doit avoir en tête pour ne pas se laisser piéger dans le monde des images, eh bien, si vous dites à un enfant, mais toutes les images sont des fabrications, les images nous mentent, un enfant de 3 ans, 4 ans, il ne va rien y comprendre. En revanche, s'il prend un petit appareil photo jouet ou qu'on lui prête un smartphone, une tablette numérique ou je ne sais pour faire des photos et qu'il constate par lui-même qu'une photo, ça peut se recadrer, on peut changer les couleurs, on peut enlever un personnage, etc. Alors là, tout d'un coup, il touche du doigt qu'effectivement, une image, c'est totalement une fabrication et que donc,
On ne doit pas croire les images que nous voyons. On peut se laisser emporter par elles, on peut se laisser bercer par elles, mais en tout cas, on ne doit pas les croire, parce que si on commence à les croire dans la société dans laquelle nous vivons, nous sommes perdus. Alors, toujours ce petit schéma de l'alternance, mais ça vous connaissez. Alors, on va parler un petit peu de cinéma quand même, hein, en particulier sur les tout petits spectateurs, hein, donc ces spectateurs de maternelle. Donc, on a insisté là, tout de suite là-dessus, sur le fait que le repérage temporel et spatial est très mal assuré chez les petits-enfants. Donc, les repères narratifs sont fragiles. Ça veut dire que ce qui est adapté pour eux, c'est des formats courts, parce qu'ils sont, au bout de quelques minutes, un enfant de 3-4 ans en tout cas, est dans l'incapacité totale de suivre un long métrage. Hein. C'est trop long, c'est trop compliqué pour lui. Que le rythme soit lent, que l'histoire soit simple, le rythme lent, vraiment, c'est un truc qui me semble très très important. J'avais fait une intervention une fois pour les équipes de France Télévisions, les programmes jeunesse, et je leur avais demandé, mais pourquoi tous ces dessins animés vont à un rythme aussi effréné? Ça n'est pas du tout adapté au rythme de l'enfant. Donc ils ont peur que les enfants s'ennuient. Mais bon, à cet âge-là, je crois que c'est pas ce risque-là. En revanche, le fait qu'un enfant soit totalement largué et que ça soit un défilement d'images qui soit hors sens pour lui, ça, effectivement, c'est le risque principal. Vous le savez tous, entre 3 et 6 ans, le langage est inégalement développé suivant les enfants. En général, avec le bain de langage que constitue l'école, ils arrivent au CP, ils sont tous plutôt bien équipés sur ce plan-là, mais quand ils entrent à l'école maternelle, il y a des enfants qui parlent déjà très bien et d'autres pas bien du tout. Donc ça veut dire aussi que dans ce qu'on leur montre sur des écrans, il faut que la mimogestualité soit privilégiée sur le langage. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, l'humour qui repose sur Charlot qui se casse la figure, ça marche très bien. En revanche, dès qu'il y a un peu de second degré, c'est pas du tout accessible pour eux. Dès que c'est un humour qui repose sur le langage, c'est très difficile pour eux. Voilà. Et puis, c'est un âge auquel on a besoin de bouger pour se donner des représentations du monde. C'est-à-dire que nous, on se donne des représentations du monde en parlant. On dit, ah ben voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était formidable, j'ai vu telle chose, oh là là, ça m'a rappelé telle autre chose, etc. Les enfants, ils ne procèdent pas comme ça pour se donner des représentations du monde. Ça passe par le corps et ça passe par les sens. Donc quand ils sont devant un écran, devant une fiction, ils ont besoin de bouger. S'ils voient Charlot se casser la figure, eh ben, ils vont avoir besoin de marcher comme Charlot et boum, de se casser la figure pareil. Alors des fois, dans une salle de cinéma, ça agace beaucoup. Mais en fait, c'est très important pour eux. Donc, quand on a la possibilité de faire des conditions de projection qui sont adaptées pour les petits-enfants, eh bien, c'est une bonne chose. Alors, vous le savez aussi mieux que moi, la fiction cinématographique ou télévisuelle, elle a un rôle de médiateur psychique. Qu'est-ce que c'est un médiateur psychique? C'est un peu ce qui se passe quand vous racontez un conte à un enfant. Quand vous racontez un conte, il était une fois déjà, dans un pays très très lointain que personne n'a jamais vu, à une époque très 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 ancienne. Et du coup, là, on va pouvoir mettre en scène, dans un espace qui est complètement décalé de la vie de l'enfant, on va pouvoir mettre en scène des choses qui habitent la vie psychique de l'enfant. Par exemple, l'enfant, il a souvent des désirs qui sont contradictoires, des choses qu'à la fois il désire et il redoute, et ça l'angoisse beaucoup. Par exemple, il désire très fortement être autonome, mais en même temps, il a très peur d'être abandonné par ses parents ou d'être mis à distance de ses parents. Typiquement, par exemple, le petit Pousset, du coup, ça lui permet d'expérimenter, de voir, de porter un regard latéral sur ses propres inquiétudes et de voir mis en scène dans une fiction ou dans un conte qui est très éloigné de son univers habituel, des choses qui l'habitent, et du coup ça lui permet effectivement de pouvoir maîtriser à la fois ses propres angoisses et à la fois partager ses représentations. Si par exemple un enfant, je ne sais pas, ses parents sont divorcés, papa a une nouvelle compagne et l'enfant n'apprécie pas particulièrement cette nouvelle
compagne. C'est quelque chose qui va être difficile à partager avec autrui, avec les gens qui l'entourent, etc. En revanche, s'il regarde Cendrillon, il va pouvoir parler de la marâtre dans Cendrillon. Donc vous voyez, c'est une manière aussi de pouvoir partager un certain nombre de représentations quand il n'arrive pas à se confronter directement aux angoisses qui l'habitent. Donc la fiction, dans ces cas-là, et quand c'est bien accompagné, effectivement, ça a des vertus extrêmement positives. Et encore une fois, plus le film est situé loin de l'univers de l'enfant, et plus ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui peut faire violence à un jeune spectateur dans un film ? C'est pas toujours ce qu'on pense. C'est-à-dire, évidemment, que s'il y a un contenu explicitement violent, c'est susceptible de faire violence. Mais quelquefois, ça fait violence, même quand il n'y a pas un contenu explicitement violent. Alors, pourquoi ? Parce que tout ce qui est hors sens fait violence. C'est-à-dire que si l'enfant n'est pas capable de resituer un événement dans la narration complète, et que ça lui paraît complètement incongru, complètement coupé du reste, ça peut lui sembler violent. Par exemple, je ne sais pas, si pour protéger une princesse des dangers, on la tient captive dans le château, c'est pour la protéger de certains dangers qu'on la tient captive dans le château. Mais si l'enfant voit simplement qu'on la tient captive dans le château, il va trouver ça extrêmement violent, par exemple. Donc vous voyez qu'il faut vraiment... la question du sens, elle est vraiment importante. L'impact est d'autant plus important aussi que le film, la fiction, est située dans un univers qui est proche de l'univers de l'enfant. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus difficile pour lui de prendre du recul par rapport à ce qu'il voit, et ça peut être ça peut avoir beaucoup plus d'impact. Donc, ce qui va être important, c'est qu'effectivement, on lui offre la possibilité d'avoir une bonne compréhension de la trame narrative. C'est pour ça que regarder pour la première fois un film, ça devrait toujours être de manière accompagnée. Après, les enfants, quelquefois, ils ont besoin de voir et de revoir le même film. Après, ils peuvent effectivement le regarder seuls s'ils l'ont déjà regardé avec un adulte qui a pu expliquer des choses la première fois. Et puis, il y a des choses qui nous échappent à tous complètement, c'est-à-dire que tout dépend de l'histoire de chacun. Il y a des choses qui peuvent faire violence à un enfant dans un film et pas à tous les autres enfants de la classe, parce que cet enfant-là, spécifiquement, a une histoire ou quelque chose, ou un événement du film a pu réactualiser quelque chose de son histoire qui est douloureux pour lui. Pour ce qui est du traitement de l'image aussi, il y a des questions de son, de montage, etc., qui, même si le contenu de l'image n'est pas explicitement violent, peuvent rendre le visionnage difficile ou en tout cas impactant pour un enfant. Donc ça aussi, c'est des choses auxquelles on doit être attentif pour déterminer en fait les tranches d'âge, c'est-à-dire quel type de film est adapté à quel âge. Quand l'enfant est devant une fiction, il y a deux types de peurs, ce qu'on va appeler des peurs structurantes et ce qu'on va appeler des peurs déstructurantes. Les peurs structurantes, c'est quand la fiction, comme le conte, on le disait tout à l'heure, met en scène des choses que l'enfant, des angoisses que l'enfant a dans sa propre vie psychique, et ça les met en scène de façon détournée, de façon latérale, ce qui lui permet de regarder les choses de biais finalement. Les peurs déstructurantes, c'est évidemment quand un film est montré à un enfant dont le contenu, dont le fond ou la forme est totalement inadapté à l'âge de l'enfant. Alors, quelques clés pour l'accompagnement des jeunes spectateurs devant un film, mais bon, là, c'est des choses que vous connaissez vraiment très bien. Les conditions de projection adaptées, en particulier quand c'est des enfants petits qui puissent bouger dans la salle de cinéma, c'est important. Ne pas se presser pour aller dans la salle de cinéma, en fait. Je pense que dans un certain nombre de situations, le support DVD est pas mal adapté
parce que ça permet de s'arrêter en cours de route, si jamais il y a des explications à donner, si l'enfant pose des questions, etc. Quand l'enfant est dans une salle de cinéma, alors si c'est des formats courts, ça peut aller très bien. Dès que c'est un peu long, et si c'est un peu au-dessus de ses capacités de compréhension narrative, eh ben, il est un peu captif de ce qui se passe et il est obligé d'aller jusqu'au bout, alors que peut-être il a perdu le fil depuis déjà un moment. Donc le partage, le premier visionnage d'un film toujours accompagné, l'échange qui porte sur le sens bien sûr, mais avant de porter sur le sens, d'abord sur les émotions. La place aux émotions. Voir un spectacle d'images, c'est d'abord ressentir des émotions. Et ça, c'est valable chez tout le monde. Ça veut dire que pour inciter, pour permettre, pour autoriser les enfants à exprimer leurs propres émotions, c'est bien aussi si nous, les adultes, nous exprimons les émotions que nous ressentons quand nous regardons un film. Parce que sinon, l'enfant risque de grandir avec l'idée que quand on est grand, on ne ressent rien face au spectacle d'images. Et donc être grand, c'est ne rien ressentir face au spectacle d'images. Et du coup, il risque de s'imposer de ne pas montrer ses émotions, y compris quand il est malmené par des images. Et c'est comme ça qu'on dit, mais ces adolescents qui regardent des spectacles hyper violents et qui sont complètement indifférents à ce qu'ils voient, est-ce que nous, les adultes, nous montrons suffisamment le chemin sur le fait d'exprimer nos émotions quand nous avons vu, par exemple, un film ? Et puis, très important, évidemment, c'est de venir sur les conditions de fabrication des images, avec l'idée que l'image, c'est qu'une construction, et que donc, c'est important de parler du making-of, d'encourager toutes les pratiques de création d'images, etc. Alors, on va aller chez les enfants un petit peu plus grands pour parler un petit peu des jeux vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'études nous montrent que les écrans interactifs et les jeux vidéo en particulier vont développer certaines compétences visuospatiales. Et donc en particulier des formes de flexibilité visuelle, d'attention visuelle rapide. Et puis les jeux vidéo alors en réseau, ce qui n'est pas le cas des enfants de 6 à 9 ans, en général ils ne jouent pas trop en réseau, mais après ça va venir. En tout cas les jeux vidéo en réseau stimulent aussi beaucoup la capacité de résolution collective des problèmes, des conflits, puisque quand on joue en réseau, on joue en équipe et donc on doit s'organiser de manière complémentaire. Et donc ne pas compter que sur soi-même, mais être capable de s'organiser tous ensemble pour franchir un obstacle, résoudre un problème, etc. Alors, un petit mot sur Internet. À quel moment introduire Internet chez l'enfant ? Alors, avec accompagnement, ça peut être suffisamment tôt, c'est-à-dire à l'école élémentaire, sans problème, mais vraiment avec accompagnement. C'est même très important d'accompagner les enfants sur Internet parce que c'est un outil dont ils vont avoir besoin. À partir du CM2, on commence à leur demander des petits devoirs, des petites recherches sur Internet. Donc c'est un outil dont très vite ils vont avoir besoin pour travailler et pour apprendre. Mais il ne vous a pas échappé qu'Internet est un monde compliqué et que donc ça nécessite un apprentissage. C'est comme de tout. Donc il est important d'accompagner les enfants sur cet apprentissage. Mais pas d'Internet sans accompagnement, au moins avant l'âge de 9-10 ans, parce que Internet vient brouiller des repères qui sont encore en construction chez l'enfant avant l'âge de 10 ans. Ces repères sont la distinction entre l'espace intime et l'espace public. C'est-à-dire que pour aller sur Internet de façon sécure, il faut être parfaitement capable de distinguer ce qui est de l'ordre de l'espace intime et de l'espace public. Et autre repère en construction chez l'enfant, la notion de point de vue, c'est-à-dire le fait que les choses ne sont pas forcément tranchées autour d'une situation particulière. On peut avoir différents points de vue qui pour certains sont partiellement justes, pour d'autres partiellement faux, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose à prendre dans chacun de ces points de vue. Ça, c'est une complexité du monde qui est encore très difficile à appréhender pour un enfant de moins de 10 ans. Alors, ça, c'est des choses dont on a déjà parlé.
Donc, ça, sur les recommandations, c'est un petit peu similaire à ce qu'on s'est dit précédemment. Donc, toujours les règles claires sur le temps d'écran, ça, c'est vraiment important d'y penser. Et toujours d'encourager beaucoup la créativité autour des images. Et là, on peut commencer à aller aussi sur de la programmation. Donc, la créativité, fabriquer des images, etc., mais aussi apprendre les rudiments de la programmation. Donc ça se fait aussi maintenant à l'école, on commence à utiliser Scratch, etc. Puis il y a plein d'associations qui travaillent aussi là-dessus, et c'est vraiment très important. C'est une manière de maîtriser l'outil, hein, et pas seulement d'être maîtrisé par lui. Alors, chez les pré-ados, là, c'est la découverte d'Internet, effectivement, souvent le moment où l'enfant va commencer à avoir son premier téléphone mobile. Et donc, Internet, après 9-10 ans, effectivement, c'est un droit, c'est-à-dire que c'est quand même une source d'information extrêmement importante, mais en tout cas, l'enfant doit continuer à pouvoir bénéficier de l'accompagnement d'un adulte. Alors, les logiciels de contrôle parental, très bien, mais en même temps, on ne peut pas s'y fier complètement, donc ça c'est important de le savoir. Ce qui reste important, c'est le dialogue, et c'est un dialogue qui doit vraiment commencer tôt pour pouvoir se perdurer à l'adolescence, à un moment où les enfants en auront particulièrement besoin, même s'ils ne veulent pas que ce soit dit. Donc 3 règles très importantes que l'enfant doit avoir en tête quand il commence à aller sur Internet. Tout ce qu'on y met peut tomber dans le domaine public. Tout ce qu'on y met va y rester pour toujours. Et tout ce qu'on y trouve est indécidable. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si c'est vrai, si c'est faux, d'où vient l'information. Et on doit apprendre très tôt, à critiquer les informations qu'on trouve sur Internet. Donc ça fait vraiment partie aussi de tout un... C'est un autre champ de l'éducation aux médias. Hein, c'est tout l'aspect critique sur ce qu'on trouve sur Internet, sur l'information, etc. Alors, très important aussi de parler de la question du droit à l'image. Hein. On ne peut pas utiliser l'image des autres comme on veut. Personne ne peut utiliser mon image sans mon autorisation. Parce qu'au collège, au lycée, il y a des drames autour de ça. Hein. Donc ça, c'est vraiment important qu'il y ait une éducation importante qu'il y ait une éducation très insistante sur ce droit à l'image. Ça commence très tôt, hein, c'est-à-dire demander à son petit enfant l'autorisation de le photographier, ça ne va pas de soi. Je pense que on n'est pas forcément beaucoup à le faire, mais c'est important parce que si les enfants sont bombardés d'images aujourd'hui, hein, de photos, c'est-à-dire tout bébé déjà, avec les smartphones, etc., ils sont pris en photo tout le temps. Donc ils grandissent avec l'idée qu'au fond, prendre des photos, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est tout le temps. Je sors mon smartphone, je te photographie encore une fois, je range mon smartphone, je le ressors, etc. En fait, si, c'est grave. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec la photo d'autrui. C'est inscrit dans la loi. Et donc, si on veut leur donner de bonnes bases à cet égard, effectivement, cette éducation-là, elle doit commencer très, très tôt, très jeune. Donc, c'est un âge, effectivement, la préadolescence, où l'enfant découvre la complexité du monde. Et avec son arrivée sur Internet, il est servi en termes de complexité, parce qu'effectivement, c'est un espace qui est quand même difficile à manier. Alors, on va dire un petit mot des adolescents, parce que je voudrais laisser du temps aussi pour vos questions. On va parler un tout petit peu des réseaux sociaux quand même. Alors, de la même manière qu'il peut y avoir un usage problématique des jeux vidéo, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, je vous ai dit, usage problématique des jeux vidéo, c'est pas forcément de l'addiction, au sens médical du terme, ça n'empêche qu'il y a effectivement des usages pathologiques et problématiques des jeux vidéo. C'est typiquement un adolescent qui se met à jouer tellement que ça prend le pas sur tous les autres secteurs de sa vie. C'est-à-dire, on a un adolescent qui joue beaucoup, mais on a aussi une chute des résultats scolaires, le fait que cet adolescent faisait un certain nombre d'activités qu'il ne veut plus faire ou qu'il n'a plus envie de faire, le fait qu'il s'isole, qu'il n'a plus envie de voir ses copains, le fait qu'il peut passer ses nuits à jouer
au risque de ne pas se réveiller le matin pour aller en cours. Donc ça, c'est vraiment des indicateurs qu'on est dans le jeu pathologique. D'accord ? Le jeu pathologique, en général, c'est sous-tendu par un problème sous-jacent. C'est-à-dire que c'est un adolescent qui va chercher une fuite dans le monde des jeux vidéo. Alors une fuite, ça peut être, c'est-à-dire il va plus chercher un plaisir, il va chercher à fuir un déplaisir. Ça peut être une situation familiale compliquée, ça peut être un enfant qui est harcelé à l'école, ça peut être un moment dépressif. Il y a plein de raisons possibles. Et en tout cas, c'est toujours là qu'il faut aller chercher le problème. C'est-à-dire le problème, en fait, c'est pas le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est ce que l'enfant a trouvé pour s'échapper de quelque chose qui est trop compliqué pour lui. Donc il faut vraiment, si on se contente d'arrêter le jeu vidéo, en fait, on aggrave le problème. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'occuper de ce qu'il y a dessous, et puis ensuite, l'usage pathologique tombe. De la même manière qu'il y a un usage problématique des jeux vidéo, il peut y avoir un usage problématique des réseaux sociaux. Et sans vouloir faire de stéréotypes de genre, c'est quand même garçon-fille, c'est-à-dire les garçons, c'est plutôt les jeux vidéo, et les réseaux sociaux, les usages problématiques des réseaux sociaux, c'est plus souvent des filles. Ça peut arriver que ce soit des garçons, bien sûr, mais c'est quand même plus souvent des filles. Et c'est souvent des filles, des adolescentes, qui ont une faible estime d'elles-mêmes et qui vont aller rechercher sur les réseaux sociaux à gonfler un petit peu leur estime d'elles-mêmes. Sauf que ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, en général, c'est pas ça. Il faut avoir la peau un petit peu dure, parce que les échanges sur les réseaux sociaux, ils peuvent être extrêmement vifs, parfois humiliants, parfois insultants. Et si on n'a pas la peau un peu dure, effectivement, on peut se laisser facilement atteindre par ça. Et donc, à plus forte raison, quand on cherche des gratifications et qu'on ne les trouve pas. Alors, en même temps, les réseaux sociaux, c'est aussi un espace d'expérimentation sociale. Je veux dire, on peut en penser ce qu'on veut, beaucoup de mal, et on a raison d'en penser du mal. Mais il n'empêche que pour les adolescents d'aujourd'hui, c'est un espace d'expérimentation sociale, et que donc, c'est assez rare finalement les ados qui ne sont pas inscrits sur au moins quelques réseaux sociaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur vie aujourd'hui, mais on doit les accompagner là-dessus. On doit leur parler notamment de façon très ouverte de la question du cyberharcèlement, voilà, les prévenir en tout cas des dangers des réseaux sociaux. Donc on va y venir là un tout petit peu. L'adolescent entre dans une espèce de jungle, plus exactement dans 4 jungles, qu'il va devoir apprendre à gérer en développant l'esprit critique. Alors quelles sont ces 4 jungles ? La jungle des modèles économiques, la jungle des réseaux sociaux, on va y revenir un petit peu du coup, la jungle de la pornographie et des modèles sexuels contraignants, et la jungle de l'information. Alors un petit mot sur ces 4 jungles et sur la manière de développer l'esprit critique face à ces 4 jungles. Donc les modèles économiques, eh bien, c'est très important que les adolescents aient conscience des modèles économiques qui régissent le net. Vous connaissez l'expression, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et donc, évidemment, le problème, c'est le pompage des données personnelles. Donc, apprendre aux adolescents à laisser le moins de traces possible sur Internet, c'est quelque chose de vraiment très important. Et si on ne leur dit pas, si on ne les accompagne pas sur ce chemin-là, ils s'en fichent un peu en général, la plupart d'entre eux. Donc c'est important de les sensibiliser à toutes ces menaces sur leur vie privée qui, voilà, on ne sait pas en plus comment la société va évoluer et ce qui pourra être fait de toutes ces données personnelles qui auront été collectées. Alors, pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est surtout le problème de l'économie de l'attention. Je ne sais pas si vous avez déjà passé un moment à côté du smartphone d'un adolescent. Eh bien, ce n'est pas de tout repos. C'est-à-dire que les notifications s'affichent à un rythme absolument effréné. Ils sont tous inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Ils n'ont évidemment pas pris le soin de désactiver leurs notifications parce que sinon c'est pas drôle, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Moyennant quoi, ça s'affiche absolument en permanence.
Et évidemment, ils sont tentés de regarder ce qui s'affiche, hein, quand bien même c'est quand même d'un intérêt souvent assez restreint. C'est waouh, lol, MDR, bon voilà, c'est à peu près de cet acabit. Il n'y a pas de grand discours, mais ça s'affiche tout le temps. Alors il y a une expérimentation intéressante qui a été faite. On a pris un groupe d'adolescents homogènes en termes d'âge, de niveau scolaire, etc. Et on les a répartis dans 3 salles. Dans la première salle, on leur a permis d'avoir leur smartphone allumé. Dans la deuxième salle, ils avaient leur smartphone à côté d'eux, mais éteint. Et dans la troisième salle, ils n'avaient pas du tout leur smartphone. Leur smartphone était resté à l'extérieur. Et on leur a donné un travail scolaire à faire, le même à tous. Eh bien, les performances sont évidemment les meilleures dans le groupe qui n'a pas du tout son smartphone. Elles sont un peu moins bonnes dans le groupe qui a son smartphone éteint sur sa table, et elles sont chutées dans le groupe qui a son smartphone allumé sur son bureau. Voilà. Donc c'est vraiment le problème de l'attention qui est en permanence stimulée n'est pas un petit problème, hein. Donc sur les réseaux sociaux, il y a aussi la question du flaming, hein, c'est-à-dire le fait de poster des messages délibérément hostiles, injurieux. Donc ça, c'est des choses effectivement dont il faut parler. La manière de communiquer sur les réseaux sociaux n'est pas la même que celle qu'on utilise dans la vraie vie. Dans la vie réelle, on a un certain nombre de filtres. Il y a des choses qu'on ne dirait pas quand on est face à quelqu'un et qu'on se permet de dire à travers un écran. Mais ça va... Enfin, je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez. Pendant le confinement l'année dernière, on a dû, enfin, l'hôpital de jour a dû fermer pendant 2 mois. Hein, donc on a télétravaillé, on faisait des réunions, etc. On accompagnait les familles, etc. à distance. Et au sein de l'équipe, par exemple, les gens ont commencé à se parler d'une manière qu'on ne leur connaissait pas d'habitude. C'est-à-dire que le fait de passer par des écrans interposés, par des messages, par des groupes WhatsApp, etc., a un peu débridé la manière de communiquer, voilà, jusqu'à des situations qui ont été un petit peu problématiques, hein. Donc voilà, l'écran désinhibe, hein, quand même. Donc très important aussi d'expliquer les limites de la liberté d'expression, hein, jusqu'où on peut aller et à partir d'où il vaut mieux s'arrêter. Voilà. Bon, si vous avez des questions, on en rediscutera. Je voudrais avancer un peu pour pouvoir terminer. Alors, sur la pornographie et les modèles sexuels contraignants, là aussi, c'est important d'avoir une discussion franche avec nos pré-ados, ados, quand ils commencent à aller sur Internet. Je vous ai dit tout à l'heure, les logiciels de contrôle parental, très bien, mais c'est un leurre. C'est-à-dire que ce n'est pas très facile à paramétrer, et suivant comment c'est paramétré, il peut y avoir des choses qui passent et qui ne sont pas forcément souhaitables. Donc ça veut dire que ça ne protège pas complètement un enfant ou un préadolescent de tomber sur des contenus inappropriés. Donc le discours à tenir, je pense, c'est de dire que sur Internet, on trouve plein de choses formidables, mais on trouve aussi des choses qu'on n'a pas forcément cherchées et qu'on n'aurait pas souhaité voir ou qu'on n'aurait pas souhaité trouver. Et que ça arrive à tout le monde. Et que donc, si ça arrive à notre enfant, à notre adolescent, surtout, il ne reste pas seul avec ça et qu'il vienne en parler avec un adulte en qui il a confiance. Donc les contenus inappropriés, ça peut être des contenus pornographiques, mais ça peut être aussi des contenus d'ultraviolence, hein. Le problème des images pornographiques, alors ça dépend de l'âge de l'enfant. Si l'enfant est prépubère, les images pornographiques ont un effet très déstructurant sur la psyché de l'enfant parce que ça vient lui imposer des représentations là où il n'en a pas encore. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très violent pour l'enfant de recevoir ça. Et la plupart du temps, ils comprennent bien qu'ils n'auraient pas dû voir ces images, et du coup, ils s'en sentent coupables. Et du coup, ils n'osent pas dire qu'ils les ont vues parce qu'ils ont peur de se faire engueuler, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est important de leur dire en amont, tu peux tomber sur des images qui te feront du mal ou que tu ne comprendras pas. Et surtout, il faut en parler, il ne faut pas rester tout seul avec ça. Chez les adolescents, après la puberté, le problème est différent. Les images pornographiques n'ont pas de pouvoir déstructurant comme elles peuvent l'avoir chez l'enfant.
En revanche, le risque, effectivement, c'est de prendre modèle sur les images pornographiques pour sa propre entrée dans la vie affective et dans la vie sexuelle. Et bon, la réalité, ça n'est pas un film pornographique. Donc, ils l'apprennent souvent à leurs dépens. Donc, voilà, c'est important de pouvoir accompagner ça. C'est fait un petit peu dans les collèges et dans les lycées, pas assez, à mon avis. Voilà, en termes d'éducation. D'intervention sur l'éducation sexuelle et affective, il n'y a pas énormément de choses quand même. C'est des sujets compliqués, mais c'est vrai que ça serait bien de pouvoir l'aborder plus. Sur la question de... voilà, sans aller jusqu'à la question de la pornographie, mais cette espèce d'idéologie de la soumission féminine qui est quand même privilégiée dans une grande partie du cinéma, le cinéma des grandes années hollywoodiennes, c'est quand même souvent ça. Hein. On voit des scènes où l'actrice principale ne veut pas être embrassée, mais finalement elle l'est quand même, et finalement elle ne voulait pas, mais elle est quand même contente de l'être, etc. C'est-à-dire que ça joue toujours sur quelque chose qui est quand même de l'ordre du forçage. Et ça, je pense que c'est bien alors avec en plus voilà tout le discours actuel. Donc les adolescents sont maintenant très sensibilisés à ces questions du consentement, etc. Je pense que ça peut être des supports intéressants, par exemple ces grands films classiques, pour discuter de cette idéologie finalement de la soumission féminine dans la relation affective et sexuelle. Alors, la quatrième jungle n'est pas la moindre, c'est la jungle de l'information qui a pris une ampleur quand même démesurée ces dernières années. On l'a vu en particulier avec les élections américaines et avec la crise du Covid. Voilà, toute théorie du complot, fake news, etc. Donc ça, vous savez aussi, il y a de plus en plus d'associations qui font de l'éducation à l'information, de l'éducation aux médias, des associations de journalistes qui se sont montées notamment, qui interviennent dans des collèges, dans des lycées, etc. C'est vraiment c'est un enjeu majeur là, c'est vraiment très très important. Alors, insistons sur la toxicité de l'information en direct. L'information en direct, elle n'est pas du tout contextualisée, elle est très émotionnelle, et du coup, les adolescents regardent en boucle sur leur smartphone des sites d'information en continu. Et essayons plutôt de les engager à aller vers les sites d'information mainstream ou vers les journaux, de façon à avoir une information qui est plus réfléchie, plus refroidie, plus contextualisée. Donc ça, déjà, c'est un point important. Sur les histoires de théorie du complot, de fake news, etc., je vous conseille, mais peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent déjà, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné, qui s'appelle, je crois, le complot des chats, quelque chose comme ça. C'est une vidéo en fait qui a été faite par des élèves de seconde en Seine-Saint-Denis, avec un professeur de, je sais plus, d'histoire, je sais plus. Et donc en fait, on leur a demandé d'analyser un certain nombre de vidéos complotistes et de retenir quels étaient les ingrédients de ces vidéos, de quoi elles étaient faites, et de fabriquer leurs propres vidéos complotistes. Donc ils ont fabriqué une vidéo sur le fait que les chats étaient en fait là pour prendre le pouvoir sur l'humanité. Et elle est vraiment très... Pardon ? Et c'est vrai. Et c'est peut-être vrai. Et cette vidéo est vraiment extrêmement bien faite, c'est-à-dire qu'ils ont totalement intégré les codes de fabrication des vidéos complotistes. Donc ce genre d'actions, d'accompagnement, par exemple, sont vraiment très très précieuses et très intelligentes pour pouvoir faire toucher du doigt aux ados comment ça se construit ces vidéos-là. Et je pense que les adolescents qui ont fait cet atelier-là, je pense qu'ils ne se laisseront jamais plus prendre au piège quand ils verront ce type de vidéos sur Internet, par exemple. Voilà, bon, alors ça c'est des choses dont on a parlé. Donc ce que je voulais, une petite conclusion sur l'éducation aux écrans, avec les 4 pistes, donc, mais on a déjà dit, mais voilà, pour conclure. Donc les images sont toutes des fabrications, donc voilà, plus on apprend à fabriquer des images et plus on a ça en tête. C'est l'exemple typique avec cette vidéo complotiste, par exemple. Nous, on milite beaucoup à 36912 pour qu'il y ait une signalétique
clair sur tout ce qui est diffusé, en tout cas au moins sur le plan télévisuel, etc., à savoir à quel âge c'est destiné. Ça, c'est difficile d'avoir cette information-là. C'est compliqué. Les parents ne savent pas, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent montrer à leur enfant ou pas. Alors bon, il y a des sites comme Common Sense Media, par exemple, qui recensent beaucoup de choses, mais c'est pas évident de trouver l'indication. Il y a un site suisse qui est bien fait, qui s'appelle Filmage, et qui recense aussi beaucoup de films, donc qui donne cette indication, mais voilà, c'est pas facile d'avoir l'indication. Identifier aussi clairement les espaces publicitaires à l'intérieur des programmes pour enfants. Parce que des fois, il y a un espèce de continuum entre la fiction que l'enfant regarde et la publicité. Donc, c'est effectivement une sorte de confusion qui accroît du coup le pouvoir publicitaire. Et puis la question aussi du temps passé devant les écrans, et donc voilà, d'avoir, puisque la plupart des écrans n'offrent pas un timer intégré, la plupart des programmes par exemple, on se dit pour les programmes pour enfants, ça serait vraiment important qu'il y ait un timer. Donc ça, on peut le proposer à l'enfant de façon à ce qu'il ait vraiment conscience du temps passé devant les écrans. Échange avec les adultes. Donc c'est ce que nous on appelle les principes éducatifs des 3 A, accompagnement, autorégulation, alternance. Accompagnement, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place de discours autour des écrans, d'échanges, etc. Autorégulation, c'est là où il faut arriver à amener l'enfant au fil de son développement, c'est-à-dire au début, je régule les écrans que tu regardes en termes de temps, en termes de contenu, et progressivement, je te donne les clés pour que tu puisses toi-même t'autoréguler. Et puis, passer de la consommation d'écran à la création, que ce soit la création de discours sur les écrans ou que ce soit la création d'images, bien sûr. Alors, vous trouverez sur le site 36912 l'ensemble des repères 36912 qui sont repris sous forme d'affiches. Il y a une newsletter gratuite aussi à laquelle vous pouvez vous inscrire. Et puis, il y a le site du jeu des 3 figures pour ceux qui voudraient avoir un peu plus d'informations. Donc, c'est un dispositif auquel il faut se former pour le pratiquer. Ça sont des affiches qu'on avait faites pour destiner aux enfants et aux préadolescents. Donc celle-ci, c'est plutôt pour les enfants et l'autre plutôt pour les préados-ados. Donc toutes ces affiches sont téléchargement gratuits sur le site. Et puis quelques références bibliographiques. Donc le livre de Nicolas Poirel dont je vous ai parlé, 36912 de Serge Tisseron, l'avis de l'Académie des sciences qui date de 2013 mais qui a été réactualisé en 2019 par un appel des 3 académies, Académie des sciences, Académie de médecine, Académie des technologies. Et puis, vous connaissez sans doute, en tout cas certains d'entre vous, les livrets de la main à la pâte. La main à la pâte, c'est des livrets qui sont faits pour permettre aux enfants d'expérimenter les phénomènes scientifiques. Et donc, il y a un livret de la main à la pâte qui a été fait sur les écrans, le cerveau, l'enfant. Voilà. On trouve aux éditions Le Pommier. Voilà, écoutez, je crois qu'on a un peu de temps pour les questions, si vous en avez. Ouais. Oui, bonjour. Je suis conseillère pédagogique départementale en arts visuels. On va commencer l'expérimentation maternelle et cinéma, donc qui s'adresse aux 3-6 ans, enfin même avant 6 ans. Et par rapport à ce que vous avez dit, je m'interroge sur le choix des programmes. Parce que là, dans la programmation, on a évidemment des programmes courts, mais sur chaque temps, donc il y a 3 temps dans l'année, sur chaque temps, c'est plusieurs programmes courts qui s'enchaînent. Oui. Et du coup, je m'interroge sur leur capacité à
intégrer, à passer d'une narration à l'autre, d'un genre à l'autre, Alors, sans pause. ouais, Voilà. ça se prépare. En fait, l'expérience montre que ça fonctionne, mais à condition que ce soit préparé. C'est-à-dire de pouvoir leur dire avant ce qu'ils vont voir. Je ne sais pas, par exemple, s'il y a trois petits programmes qui s'enchaînent, cinq, soyons ambitieux. Donc effectivement, ça nécessite de le préparer avant, donc de savoir un petit peu dans quel univers ça se situe, etc. Et moyennant quoi, quand c'est bien préparé, voilà, ça peut passer. Il y a forcément des enfants qui vont lâcher en route. Parce que ça peut, enfin voilà, ça dépend ça dépend si c'est des petites ou des petites, des moyennes ou des grandes sections. Les grandes sections, ils sont mieux outillés, hein, bien sûr. Les moyens, ça peut être encore un peu juste, voilà. Mais il faut le préparer vraiment bien avant, en expliquant, voilà, alors sans forcément tout dévoiler, hein, mais en tout cas de quoi il s'agit, dans quel univers ça se situe, de quoi ça parle, peut-être quel est le personnage principal, etc. Voilà. Et puis après, il faut revenir dessus après. Et puis enfin voilà, les enseignants voient un petit peu ce qui a pu fonctionner ou pas, ou ce qui a posé problème. Si effectivement si tous les enfants ont lâché avant le 5e court-métrage, il faut faire remonter l'information. Une autre question ? Oui, bonjour. Brice Joncourt, professeur au lycée, en lycée, professeur de lettres. C'est moins une question qu'une observation concernant le début de votre conférence, qui m'a un peu gêné. Enfin, je voudrais donc partager ça. C'est l'idée que tout ce qui n'est pas démontré par la science n'est pas, comment dire, vrai. Voilà. Et je trouve qu'il y a nécessité quand même d'éclaircir ce point, parce que même si on n'a pas pu prouver quelque chose, un phénomène peut se produire à notre insu, etc. Voilà, juste, et Oui. je préfère à ce moment-là privilégier comment dire, le scepticisme au sens antique du terme. Vous en avez parlé, c'est-à-dire c'est indécidable, on ne peut rien en dire. Voilà, mais c'est quand même important de préciser que la science, enfin, ce n'est pas parce que la science ne valide pas qu'un phénomène n'existe pas. Enfin, voilà. Vous avez tout à fait raison. C'est bien pour ça que même sur les études corrélatives, comme les études sur la télévision par exemple, il y a des préconisations qui ont été prises, hein. C'est-à-dire que ces études ne prouvent pas comment dire, l'implication unique de la télévision dans les phénomènes qui sont observés sur le développement de l'enfant. On sait bien que c'est un phénomène, enfin une cause parmi d'autres, mais que effectivement, de façon prudente, on préconise que les enfants de moins de 3 ans ne soient pas exposés de manière régulière à la télévision, etc. Donc vous avez raison, il y a des questions de bon sens. Après, il y a des questions aussi, voilà, la prudence, etc. Tout ça, c'est très important. Après, le problème, c'est quand les choses basculent du côté de quelque chose qui va amener à paniquer les gens. Je reviens par exemple à la question de l'autisme tout à l'heure. Ce que constatent aussi les cliniciens qui s'occupent d'enfants autistes, et dont je fais partie, puisqu'il se trouve que l'hôpital de jour dont je m'occupe, on accueille essentiellement des enfants autistes, c'est que ces enfants-là ont une appétence particulière pour les écrans, pour différentes raisons, qui font que sur le plan cognitif, c'est quelque chose qui leur convient bien. Et que donc, c'est pas parce qu'un enfant autiste est beaucoup devant les écrans que les écrans sont la cause de son autisme. C'est-à-dire, en général, il était autiste avant et il vient sur les écrans parce qu'il y trouve quelque chose qui correspond bien à son monde cognitif.
Donc c'est là où, si vous voulez, il y a quelquefois des choses qui sont affirmées et qui sont colportées dans les médias et qui sont propres à affoler quand même les gens de façon déraisonnable. Voilà. Donc c'est là où c'est quand même utile de se dire, mais est-ce qu'il y a des études sur la question et qu'est-ce qu'elles disent ? Après, sur le fait que attirer l'attention sur le fait que comment on lit les études, qu'est-ce qu'elles montrent vraiment et qu'est-ce qu'elles ne permettent pas de dire, ça n'empêche pas de se dire, moi, même si je sais que ça ne permet pas d'affirmer ça, je serai prudent à cet égard. Ça n'empêche pas de se dire ça. Mais simplement, c'est bien d'avoir les idées claires aussi sur qu'est-ce que ça nous dit vraiment ou pas. Et pourquoi aussi ces études qui nous permettraient de trancher la question ne sont en réalité pas praticables. Parce que sur le plan éthique, elles ne sont pas envisageables. Voilà, donc c'est juste une question de mettre les choses au clair. Je suis désolée si vous avez compris que seul ce qui était prouvable par une étude scientifique était recevable. Ce n'est pas tout à fait le message que je voulais faire passer, mais simplement, souvent, on fait aussi parler les études scientifiques à l'inverse. C'est-à-dire qu'on leur fait dire trop par rapport à ce qu'elles disent vraiment. Et sous couvert que ça a été prouvé par une étude scientifique, alors c'est vrai. Sauf que l'étude scientifique, elle ne dit pas tout à fait ça. Donc c'est là où c'est quand même intéressant d'avoir des billes pour savoir les lire et dire qu'est-ce qu'elles nous disent ou pas. Et moi, après, en fonction de ça, moi en tant que parent, moi en tant qu'enseignant, moi, je prends telle ou telle position. Moi en tant que représentant de l'État, etc. Vous voyez, sur la question de la télévision, je vous ai dit, les choses ont été inscrites dans les carnets de santé maintenant. Donc ça veut dire que c'est vraiment... quelque chose qui est estampillé, etc. Pour autant, les études ne sont pas des études de causalité. Voilà, c'est simplement de pouvoir avoir les idées un peu claires à cet égard. Est-ce qu'on a une autre question ? Ah oui. Merci, bonjour. Ma question est d'abord une remarque puis une question. C'est votre sujet, ça a été essentiellement le support. Et vous avez aussi parlé du contenu, en fait, quand vous attaquez au réseau et au contenu. Donc il y a dans votre analyse, en fait, une double direction. Et peut-être aussi une réflexion à nourrir sur le contenu et l'apport cognitif en rapport au contenu. Il y a certainement une typologie à faire entre des supports utilisés de façon autonome par les enfants. Ces supports supportent des images, il y a une extrême mutabilité des images, et ils sont très tournés vers des séquences très courtes. Quand ils vont surfer tout seuls, même adolescents sur Internet, ils vont regarder des choses qui sont des supports attentionnels très courts. Nous, les enseignants, quand nous les dirigeons vers des images, nous les dirigeons vers des récits, et qui font appel à des capacités cognitives différentes. Et en fait, souvent, des séquences de mémorisation plus longues. Donc peut-être qu'il faudrait préciser, c'est là qu'est la question, en quoi le support peut être délétère dans l'usage de cette mutabilité, et en quoi il peut être porteur quand on accompagne vers des récits plus longs qui font appel à des capacités cognitives beaucoup plus impliquées, beaucoup plus attentionnelles, qui vont favoriser la mémoire, la mise en œuvre de ses propres schémas de langage, etc. Oui, vous avez raison. On peut passer 2 heures sur les écrans et perdre 2 heures, et on peut passer 2 heures sur les écrans et les gagner. C'est-à-dire que, évidemment, ça dépend complètement de ce qu'on y fait. Donc vous avez entièrement raison par rapport à ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc j'ai beaucoup insisté sur la question de la régulation, parce que c'est vrai que pouvoir intérioriser pour les enfants la question du temps passé devant les écrans, c'est quand même très important. Mais on est aujourd'hui beaucoup plus sur une question qualitative que sur une question quantitative. C'est-à-dire que, encore une fois, le temps passé, il peut être perdu ou il peut être gagné. Tout dépend de ce qu'on y fait.
Ceci dit, je voudrais insister sur le fait que dans le cadre des jeux vidéo, par exemple, là aussi, il y a un certain nombre il y a des jeux vidéo de typologie extrêmement différentes. Il y a ce qu'on appelle les jeux vidéo de tir en première personne, qui sont des jeux vidéo au fond d'action, où on est on est en position de repérer des ennemis, de tirer dessus, etc. C'est des jeux vidéo de guerre en général. Ce sont des jeux vidéo qui sont reconnus pour, par exemple, améliorer considérablement les capacités de flexibilité visuelle, le fait de travailler en collaboration avec d'autres, etc. Et puis après, vous avez des jeux vidéo stratégiques et des jeux vidéo narratifs qui ne sont pas du tout de la même typologie, pas du tout dans le même rythme, et qui peuvent effectivement embrasser des narrations très larges. Alors là, pour le coup, c'est sur des heures et des heures de jeu. Voilà, donc vous avez parfaitement raison. Le contenu modifie complètement l'usage en fonction du support, bien sûr. Et donc, notre rôle aussi en tant que parents, qu'enseignants, etc., c'est de pouvoir amener les enfants ou les élèves vers des pratiques différentes qui ne sont pas forcément des pratiques vers lesquelles ils vont spontanément ou qu'ils connaissent a priori. À l'hôpital de jour, par exemple, on a mis en place beaucoup d'ateliers à médiation numérique. Ce sont des enfants qu'on accueille qui, pour la plupart, chez eux, passent beaucoup de temps sur les écrans. Et en fait, la première réaction des éducateurs au départ, ça a été de dire « mais ils passent déjà beaucoup de temps sur les écrans, alors on va en rajouter encore à l'hôpital de jour ». Mais en fait, la question, c'était de pouvoir les amener vers des usages différents, et puis que ce soit des usages accompagnés dans lesquels ils peuvent échanger avec l'adulte, dans lesquels ils vont pouvoir fabriquer leurs propres jeux vidéo, par exemple, etc. Donc, effectivement, notre rôle aussi dans l'accompagnement, dans l'éducation, c'est de pouvoir les amener vers des usages différents de ceux qu'ils connaissent spontanément ou qu'ils échangent entre eux. Je ne sais pas si ça a complètement répondu à votre question. Mais... Merci beaucoup. Merci, Madame Clément.